Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans ce deuxième épisode, nous partons à la rencontre de Damien Billy, petit garçon de 3 ans atteint d'une forme colique totale de la maladie de Hirschsprung. Vivant avec très peu d'intestin sain et dépendant de la nutrition parentérale, à travers son histoire, nous découvrons l'incroyable force de sa maman Florie et de son papa Adrien. Eux sont un véritable modèle d'engagement et de résilience. Florie, elle, partage ses astuces et son quotidien pour offrir à Damien la meilleure qualité de vie possible. Elle n'est pas seule dans ce combat. Son fils aîné, Timothée, est également touché par la maladie, tout comme elle-même d'ailleurs. Présidente de l'association Rire et Tapage chez les Hirschsprung depuis peu et cofondatrice de ce podcast aux côtés de Will et moi, Florie incarne la voix, la solidarité et l'espoir des familles concernées. Un épisode inspirant qui met en lumière autant la force d'une maman que celle d'un enfant. Alors, on vous laisse avec cette écoute en espérant que ça résonnera en vous. Alors, aujourd'hui, nous accueillons donc Florie Becerra, accompagnée de sa famille atypique. Elle va donc nous présenter l'histoire de son petit dernier qui est Damien. Donc, je vous demanderai d'écouter son histoire avec toute l'attention que vous pourrez. Et je te laisse te présenter. Salut Florie. Salut Lucine. Comment ça va? Ça va bien et toi? Pas trop stressée? Non, ça va. Bon, parfait. Alors, on t'écoute. Raconte-nous un petit peu déjà qui est ta famille, quel âge tu as, d'où tu viens. Et ensuite, on va enchaîner sur les subtilités. Donc moi c'est Florie, j'ai 38 ans, originaire de Pau, du Béarn. Et on est une famille recomposée avec deux grands enfants, Timothée et Naomi, qui ont 12 et 14 ans. Et donc avec mon nouveau compagnon Adrien, on a un petit dernier, Damien. Et donc aujourd'hui, on va parler de la maladie de Hirschsprung pour Damien, qui a donc une maladie qu'on connaît bien dans la famille, puisque j'ai aussi la maladie, je suis née avec, et mon fils aîné Timothée aussi, et donc là, Damien en forme totale. D'accord. Alors, quand on parle de forme totale, déjà, on va reprendre un peu les bases. Explique-nous déjà ce que toi, tu sais aujourd'hui de la maladie de Hirschsprung, étant toi-même malade de cette maladie, avec ton premier enfant qui a maintenant 13 ans. 14. C'est ça, 14, ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu sais de cette maladie de Hirschsprung? Donc c'est une maladie digestive qui touche le système nerveux de l'intestin et qui fait en fait que l'intestin ne fonctionne pas correctement et les selles ne peuvent pas s'évacuer sur la partie malade de l'intestin. Donc c'est une maladie génétique ouais. Exactement. Alors là, on va parler surtout de Damien, qui a aujourd'hui quel âge? Il a 3 ans et demi. 3 ans et demi, il est né le 21 janvier 2022. Bon, c'est un petit Capricorne. Exactement. Non, c'est un Verseau. Pardon. Ok, très bien. Donc le petit Verseau, donc Damien, 3 ans et demi. Ça s'est passé comment? La grossesse, explique-nous tout. Enfin... Donc, étant donné qu'on avait un risque sur 2 de transmettre la maladie, on a eu un suivi un peu plus poussé pendant la grossesse avec des échographies un peu plus régulières, sachant que le dépistage pendant la grossesse est un peu compliqué par échographie, on le savait. Donc, on devait vraiment attendre le jour de la naissance pour savoir s'il y avait maladie ou non. Et donc, la grossesse s'est très bien passée. Damien est né le terme passé d'une semaine. Et l'accouchement s'est relativement bien, relativement bien passé pour l'accouchement. Et très rapidement, en fait, on a eu des signes de la maladie. Donc, les premiers signes, c'est l'absence d'évacuation du méconium. Oui, ce que j'allais te dire, comment ça s'est traduit. Donc, il y a eu l'absence, ok. C'est ça. Donc, le méconium, c'est quoi, rappelle-nous? Alors, le méconium, c'est les premières selles des bébés qui sont censés être évacués sur les premiers jours de vie. Si ce n'est pas le premier jour, c'est les 2-3 premiers jours. On attend l'évacuation de ces selles. Oui, c'est ça. On considère qu'en général, un nourrisson, s'il n'a pas des selles sur les 72 heures après la naissance, tu me dis si je me trompe, on considère que là, c'est peut-être pas trop normal. C'est ça. Donc là, pour Damien, c'est ce qui a... Alors, ça a été bien plus rapide pour Damien parce que, déjà, c'était un signe qu'on attendait vraiment le plus tôt après l'accouchement, donc quelques heures après l'accouchement. Il s'est mis à... Donc déjà, il avait un peu de mal à prendre le sein, il avait un peu de mal à
à s'alimenter. Et en fait, vraiment quelques heures après, c'était peut-être 4-5 heures après, il s'est mis de suite à vomir. Et c'était un des signes qui devait nous alerter. Donc ça, c'était juste après la naissance? Oui, il est né à 5 heures du matin et ça, c'était à 10 heures du matin. Donc ça a été vraiment, ça a été très rapide. Le premier signe d'alerte. Donc le premier signe, vomissement, j'ai de suite appelé les médecins qui sont arrivés très rapidement dans la chambre parce qu'ils étaient prêts en fait. Voilà, ils savaient l'historique. Voilà, ils savaient l'historique, ils se tenaient prêts au moindre signe. Et en fait, la chirurgienne est arrivée voilà, très rapidement, dans l'heure, elle était là. Et elle nous a dit qu'elle le prenait directement au bloc. Voilà, ils ont amené faire les radios en même temps, faire tout ça, mais c'était vraiment, il y avait une très forte suspicion, donc il pouvait partir au bloc le jour même, quoi. Voilà. Ok. Et ça s'est passé donc à Pau, Oui. là où tu as accouché, donc Oui. qui est donc un CHU C'est ça. déjà à la base de niveau 1, hein, donc Oui. le CHU déjà voilà, qui a tout ce qu'il faut, un centre de réanimation, Exactement. etc. pour pédiatrique, Oui. du coup. Ok. Et donc toi, tu restes dans ta chambre à ce moment-là? Comment ça se passe? Donc du coup, il y a le bébé qui naît, toi, tu as ton conjoint, donc Adrien, qui est là, j'imagine. En fait, quand il arrive et que vous savez qu'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe dans toutes vos têtes là? Vous savez qui a ce problème? Est-ce que vous mesurez un peu la... Non, c'est toujours un peu compliqué sur les premières heures mais bon, en fait, on réagit très rapidement. Voilà, on est sur le fait accompli, ça se passe, ça s'enchaîne et on suit. Voilà, on suit le mouvement. Il est transféré 2 étages en dessous en réa. Et on peut l'accompagner de suite. Alors j'ai eu la chance d'avoir quand même un accouchement qui s'est relativement bien passé. ouais. Donc j'étais quand même debout. Enfin voilà, je suis descendue, je l'ai suivi. Alors je fais une petite update. Combien pesait Damien à la naissance? Alors Damien pesait 4 kg 370. Ah, quand même, c'est beau à souligner. Je suis désolée de faire cette update, mais quand même, ça me paraît 55 cm. ça me paraît très important. Un beau bébé qui est sorti sans encombre plus ou moins. Donc ça c'est quand même bien passé. C'est pour ça que je voulais quand même souligner ce contexte, parce que c'est vrai que tu as eu cette force-là de réussir à le sortir malgré tout, avec 1 semaine de retard et 4 kilos oui, c'est ça. et 55 cm plus tard, il est toujours là, le petit. Et donc félicitations, et donc vas-y, continue. Donc transféré en réa, où voilà, on a vu les médecins très rapidement, et puis après il est parti, voilà, on l'a accompagné au bloc opératoire. Donc on sait ce qui se passe, enfin on sait ce qui va se passer à ce moment-là, donc ils vont faire une exploration, et puis le chirurgien en direct va voir jusqu'où s'étend la maladie. Donc à ce moment-là, on ne sait pas combien d'intestins en centimètres est touché, mais on sait que les selles ne s'évacuent pas, donc forcément on y est préparé, on sait qu'il y a la maladie, on s'attend à ce qu'ils reviennent avec une stomie, parce que c'est ce qui se passe en général dans les formes longues, c'est ce qui s'est passé pour mon fils aîné et pour moi. On sait qu'il va revenir avec une stomie, donc voilà, on attend que l'opération se passe et on patiente, non sans mal, hein, on peut pas dire qu'on est bien dans ces moments-là, mais Oui, voilà, on fait avec et on patiente. Une stomie, du coup, je veux dire, donc toi, tu l'as déjà vu avec ton aîné, Adri connaissait pas trop le contexte. Comment tu l'expliques ce que c'est une stomie quand, par exemple, à Adri, tu l'as expliqué comment? Qu'est-ce que c'est une stomie? Alors, je lui avais peut-être rapidement abordé avant, mais on essayait de pas trop y penser tant qu'on n'était pas sur le fait accompli. La stomie, en fait, elle va servir à mettre l'intestin qui est fonctionnel au repos. Et donc, pour pas fatiguer en fait cet intestin, on va directement le relier à la paroi abdominale. On fait comme un petit trou, une incision sur le ventre, et le bout de l'intestin est raccordé en fait et sur le ventre avec un appareillage, une poche qui va recueillir les selles. Donc en fait les selles vont s'évacuer sans effort, on va dire, dans une poche X temps en fait, en fonction des enfants, en fonction des chirurgiens aussi. Et ça va servir vraiment à mettre l'intestin au repos le temps d'eux. Oui, donc effectivement, déjà, ça permet de mettre aussi l'intestin au repos, parce qu'en effet, en général, on peut le dire qu'en général, les enfants, quand ils naissent, effectivement, ils ont quand même 2-3 jours de souffrance parfois, voire même plus, sur certains cas, où effectivement, il y a l'intestin qui arrive avec plein de selles et qui ne s'évacue pas, et donc du coup, en effet, on est obligé de mettre cette stomie de décharge, effectivement. Donc pour Damien, on arrive à ce fameux bloc. Oui. Vous êtes au -2, c'est ça? Tu me disais? C'est ça. On est en réanimation. je pense qu'en fait, à ce moment-là, on est remonté dans la chambre de maternité pour attendre, en attendant qu'ils reviennent du bloc. Voilà, qu'ils reviennent du bloc, salle de réveil, tout ça. Et on a la visite dans la chambre après l'opération de la chirurgienne
et de la gastropédiatre que je connais très bien depuis plusieurs années. Et donc elles viennent nous annoncer, voilà, nous raconter comment s'est passée l'opération et les premiers signes en fait dont elle nous fait part, c'est que voilà, elle a trouvé quelque chose d'un peu anormal, des selles très dures, un bouchon quand même très voilà, quelque chose de pas qu'elle voit pas spécialement souvent pour Hirschsprung, donc elle hésite. Elle nous annonce, elle nous parle un peu d'autres maladies. Elle nous dit que ça pourrait être la mucoviscidose, ça ressemble aussi à ça. Bon, nous ça tomberait un peu, on tombe un peu du ciel. On se dit Hirschsprung, mucoviscidose, bon, ça peut pas être tout en même temps, mais bon. Et donc elle nous annonce quand même qu'il y a beaucoup d'intestin qui est touché, plus que ce qu'on imaginait. Moi je m'attendais moi j'ai une forme longue, c'est tout le côlon. Mon fils aîné c'est pareil, tout le côlon, un peu de grêle. Et là en fait elle nous annonce qu'il n'y a plus du tout de côlon viable et que sur le grêle il reste très peu, un tiers, un quart d'intestin grêle qui semble correct, voilà, qui semble fonctionnel, qui visuellement en tout cas, parce que bon, quand elle va faire l'opération, ils vont faire des biopsies en même temps, mais qui sont pas forcément analysées de suite. Donc il y a des premières recherches, mais visuellement, voilà, pour elle, il y avait un quart de grêle qui était fonctionnel. Et ces recherches, du coup, toi, tu les vois avec quoi? Enfin, les médecins, ils t'expliquent un peu comment ça se passe? Enfin, parce que, ok, il y a des biopsies, elle voit des choses au bloc, mais enfin, qu'est-ce qui est dit réellement à ce moment-là? Alors, c'est toujours un peu flou, puis on cherche pas, bon, on ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des lames qui sont envoyées aux anapathes, qui eux font leurs recherches de leur côté et qui après les résultats leur reviennent pour dire c'est arrêté une zone qui est saine ou pas saine, voilà. Donc c'est tout ce qu'on sait à ce moment-là, mais on se pose pas plus de questions là-dessus sur les recherches. Oui, en tout cas sur la recherche de biopsie, oui. Mais on sait que c'est la maladie, on veut juste savoir. Alors, vous savez même pas en fait. Voilà, bon, vous savez même pas, on vous parle de muco. Mais bon, moi voilà. j'avais pas vraiment de doute. Ouais. Mais bon, les médecins arrivent quand même à mettre un petit peu le doute, on sait jamais, mais on se dit bon, on peut ne pas avoir de chance à ce point, mais on n'a vraiment pas de doute sur la maladie de Hirschsprung. Voilà. Là, par contre, on nous annonce que la forme est très étendue. Certainement, en fait, il n'allait pas pouvoir manger, s'alimenter correctement. Peut-être au début, peut-être pour toujours. En fait, on nous dit. Et là, il a quel âge, Damien, à ce moment-là? Il vient juste de naître. C'est son premier jour. Donc en fait, il y a tout qui se passe. C'est ça, sur une journée, quoi. Et en fait, on nous annonce surtout qu'il va avoir besoin d'un support de nutrition parentérale, donc par le sang, et que Pau ne pourra pas gérer toute cette phase-là, qu'on sera transféré à Bordeaux dès que possible. Donc ça, on y viendra juste après la nutrition parentale. Par contre, j'aimerais bien revenir sur la base de base, parce qu'en fait, toi, tu accouches quand même par voie basse. Oui. Donc on t'annonce tout un tas de choses dès le premier jour en fait de l'arrivée de Damien. Bon, cette chance finalement que vous avez, c'est parce que tu as des antécédents et Timothée aussi, donc ton plus grand. Mais du coup, en fait, tu te sens comment quand tout ça t'arrive? Finalement, tu connais la maladie en elle-même, mais on te dit que c'est très étendu, qu'il y a possiblement mucoviscidose, que tu viens de claquer je ne sais combien d'heures de travail, que tu as ton mec qui commence à apprendre ce que c'est Hirschsprung. Et encore, voilà. Comment ça se passe en fait pour toi? C'est pas facile et en même temps, il faut tenir bon. On n'a pas vraiment le choix. On pourrait croire que c'est plus facile quand on connaît déjà la maladie ou qu'il y a déjà un enfant, mais en fait non. J'ai l'impression que c'était même l'annonce était pire pour le troisième, même si voilà, on s'y attendait, mais bon, on a beaucoup pleuré, hein, forcément. C'est quelque chose, c'est un peu un arrachement, mais on s'y attend, on fait front, quoi. Ok. Voilà. Donc vous avez fait front, beaucoup d'émotions quand même. Oui, évidemment. Mais finalement, vous avez tenu bon, et puis on le saura par la suite que vous avez été des vainqueurs. En tout cas, là, donc effectivement, donc Damien rentre au bloc. On vous dit qu'effectivement, ça va être une forme très étendue. Ensuite, la marche à suivre. Donc, on vous parle effectivement d'une nutrition parentale. J'aimerais qu'on aborde le sujet un peu plus tard parce que c'est un gros point. On va parler d'un très gros point finalement par la suite. Mais donc, il se passe quoi juste après cette intervention? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Damien reste évidemment en service de réanimation. Les premières heures sont assez suivies, très surveillées. On attend. Parce qu'il y a la stomie qui est mise. Et voilà, il y a une stomie, évidemment, il a une stomie en place. On attend des selles, les premières selles, en fait, alors, pendant le bloc, elle a fait un lavement, donc elle a évacué, en fait, le maximum
de selle, mais maintenant on atteint en fait un début de transit par la stomie. Mm. Et en fait, au bout de plusieurs jours, le transit ne se lance pas. On n'a rien dans la poche, en fait, la stomie ne donne rien. Et on a de la fièvre qui commence à arriver. Donc voilà, ça traîne un peu, ça traîne. On dit, bon, ça peut mettre quelques jours des fois à arriver. Mais bon, finalement, au bout d'une semaine, voilà, il est vraiment pas bien. Il est pas bien, il est toujours pas alimenté. Hein. Voilà, pour l'instant, il est juste une perfusion en fait qui va l'alimenter. Il a un cathéter central qui a été posé en même temps que l'opération pour pouvoir le nourrir, lui apporter tous les nutriments, tout ce qu'il faut, l'hydratation. Donc il n'est pas encore alimenté, mais voilà, le transit ne fonctionne toujours pas. Donc une semaine après sa naissance, la chirurgienne décide de le reprendre au bloc pour voir ce qui se passe. Et elle s'aperçoit que la stomie a été faite un peu trop basse, donc sur une partie qui n'est pas encore tout à fait saine, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas. Et donc elle va chercher un petit peu plus haut, mais elle essaie quand même de garder au maximum d'intestin, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle aurait aimé en sauver un maximum, mais voilà, visuellement, elle est remontée encore un petit peu plus haut pour que le transit puisse fonctionner. Et malheureusement, c'était toujours pas assez haut. Donc toujours pareil, rebelote, en fait, on est toujours en réa, le transit ne part toujours pas. On a très légèrement, et on a entendu des fois des gaz, mais vraiment très très léger. Ouais. C'est vraiment, on est là, on est en train d'essayer d'écouter le On moindre espère. bruit. Vraiment, on y croit et des fois on est là, non, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Et donc, une semaine après, il est reparti au blog pour la 3e fois. Et là, par contre, la stomie a été mise voilà, encore plus haut. Donc, elle m'a dit, il restait plus que 60 cm de grêle. Et en effet, au bout de quelques jours, le transit a commencé. Voilà, les selles s'évacuent par la stomie poche, et dans la ouais. poche. Voilà. Ok. Donc là, on est à peu près à 2 semaines de vie. 2 semaines de vie. 3 Et opérations. là, 3 opérations Ouais. déjà, peu des moindres. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'un petit bout d'intestin en moins à chaque fois. Mais par contre, on pourra souligner qu'à ce moment-là, il a toujours son côlon et le reste du grêle non fonctionnel qui est resté en lui. Tout à fait, oui. Hein. Pour l'instant, la partie malade reste à l'intérieur jusqu'à une prochaine intervention qui sera prévue dans X mois. D'accord. Donc, une fois que vous avez mis, donc vous êtes toujours en réanimation, là par contre, on est très content de voir qu'il y a enfin ce transit qui reprend. Oui. Comment ça se passe après par la suite? Enfin, donc vous êtes toujours à Pau, qu'est-ce qu'eux ils préconisent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est l'annonce déjà aussi de ces 60 cm de grêle? Parce que du coup, toi, t'as pas de vécu sur aussi peu de grêle restant chez un enfant? À ce moment-là, on connaît d'autres témoignages, d'autres familles. Voilà, on essaie de se remémorer. Il se trouve que en fait, je connais une famille avec une petite fille qui a la même forme avec une nutrition parentale. Donc voilà, je les connais et il se trouve que par le pur des hasards, je les croise en plus. Je crois que c'était pendant une opération. On était sortis et on les croise dans Pau. Et vraiment, ça m'a reboosté de la voir grande, de la voir. Et en fait, on s'accroche à ça. On s'accroche à des témoignages, à des choses en se disant, mais de toute façon, il va y arriver. Voilà. Ouais. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il va y arriver. Et voilà, on est là. On sait que le combat est long, mais on est là. Et là, en fait, donc le projet de Pau, c'était qu'il soit stable. Donc là, on est stable. On a une stomie qui fonctionne. Ouais, Et ils attendaient voilà, cette stabilité pour pouvoir être transférés, avoir une place à Bordeaux. Et on nous annonce donc on pourra partir au bout d'une semaine. Donc on a attendu en gros 3 semaines à Pau, voilà, pour pouvoir être transféré à Bordeaux et avoir un suivi vraiment bien plus ciblé sur cette nutrition parentale qui doit être mise en place uniquement par Bordeaux. D'accord, donc en fait là, en gros, Pau vous propose que voilà, il y a un intestin malade très étendu, donc on partira forcément sur une nutrition parentale parce que selon eux, il y aura un problème de ce qu'on va appeler la malabsorption. Exactement. D'accord. Et ça, on y viendra ensemble aussi. Donc là, donc vous allez partir sur Bordeaux, dans des endroits un peu inconnus, mais connus quand même parce qu'il y a Timothée qui est passé aussi, il me semble. Alors rapidement, non, il a vraiment fait que quelques consultations à Bordeaux. Donc Bordeaux, on connaît pas le CHU. On connaît personne à Bordeaux. Ouais. Donc donc là, c'est vraiment on part un peu vers l'inconnu. On a une assistante sociale à Pau qui va nous aider
un petit peu à nous aiguiller sur les démarches, sur les logements, où est-ce qu'on pourra se loger là-bas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions de logistique à gérer d'un coup. D'ailleurs, Et c'est ce que j'allais te dire, comment ça se passe? Parce que oui, alors déjà, tu as 2 enfants qui de sont grands, oui. ici Oui. à Pau et donc là, aujourd'hui, tu te retrouves avec un petit qui naît avec, ta propre maladie, mais avec d'une manière tellement étendue que finalement, vous y attendez pas du tout. Oui. On te parle de partir à Bordeaux. Là, la logistique, elle se fait comment? Alors, Avec 2 enfants? c'est pas facile, on s'organise. Déjà, on ne sait pas exactement combien de temps on s'en va. On nous annonce, voilà, on a des délais approximatifs, peut-être 1 mois à Bordeaux, plus 1 mois de formation, 2 mois peut-être. Donc, bon, dans notre tête, voilà, on est en janvier, on s'est dit, bon, en mai, juin, en mai, on est rentré, ou au début, on s'est dit avril, mai, bon, ça devrait aller. Et donc, on s'organise avec, d'une part, le papa des grands, qui va prendre le relais au maximum. Mmh. Et aussi avec ma mère, donc avec leur grand-mère qui va s'occuper, qui va les gérer, les amener à l'école, les loger, voilà. Parlons-en de ces C'est ça. aidants, merci Oui, à eux. c'est ça, oui, oui. Donc sans eux, ça aurait été compliqué, ou alors il aurait fallu qu'il y en ait un des deux qui reste à la maison en permanence. Mais bon, nous, on ne voulait pas, à ce moment-là, laisser Damien, on voulait être les deux présents pour lui. En même temps, n'importe quel bébé, on n'a pas envie de le laisser, en fait. On n'a pas envie non. d'être éloigné de lui, donc Mmh. voilà, pour nous, c'était une évidence qu'on le suivait à Bordeaux pendant tout le temps qu'on y serait. Donc là, vous arrivez à Bordeaux. Oui, on arrive à Bordeaux au bout de Donc 3 semaines. ouais, 3 semaines, donc vous arrivez dans quel service? Comment ça se passe le transfert? Est-ce que les transmissions, se font bien entre Pau, Bordeaux et cetera? Oui. Tout enfin, Il y a, comment vous sentez? Comment Damien se sent? Enfin, ça se passe comment? il y a une très bonne, entente, un très bon transfert à Bordeaux. On est très bien accueillis. On arrive dans un service. Ils ont hésité en fait entre 2 services, et au final, ils nous laissent dans un service de néonat, réa-néonat, où voilà, il y a vraiment des petits bébés, où il y a plus de puéricultrices qui peuvent peut-être mieux couvrir les besoins d'un bébé, au lieu de partir dans le service de gastropédiatrie qui lui gère des enfants petits mais aussi plus grands. Donc voilà, on va arriver dans ce service de néonat où on est très bien accueillis. On arrive dans une chambre, on nous explique voilà, que les médecins vont passer, ils vont nous expliquer voilà, le plan à suivre sur les prochaines semaines. Donc on est content voilà, d'être arrivé à Bordeaux, d'avancer. Voilà, c'est quand même une nouvelle étape, on sait que ça va avancer. Nous, on a envie d'avancer et pour rentrer au plus vite à la maison. Ouais, parce que finalement, en fait, vous venez de digérer la nouvelle à Pau. Oui. Et donc du coup, vous vous dites: «Bon allez, c'est bon. Oui, Allez, oui, c'est ça. on part à la guerre, c'est que va la guerre». C'est le plan d'attaque, on Ouais. y va, on est à Bordeaux, on est content. Et donc là, après rencontre avec les médecins et tout, donc le ressenti quand vous arrivez dans un milieu que vous connaissez pas finalement, parce que Bordeaux, bon, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Bordeaux, mais 2h30, oui. le ressenti avec ces nouveaux médecins, l'atmosphère, ces nouveaux soignants que vous connaissez pas alors que tu as accouché Oui. à Pau, enfin, Alors, c'est vrai que depuis la naissance, en fait, on voit beaucoup de têtes. Tous les jours, on voit, Ouais. même à Pau, là, on voit beaucoup de puères qui changent en fonction des gardes. On voit énormément de mondes différents. On a du mal d'ailleurs à situer d'où sont les gens. Après, on s'en souvient plus trop. Donc c'est pareil, en fait, à Bordeaux, il y a encore plus de monde. Donc on va voir tous les jours, plusieurs fois par jour, des puéricultrices différentes, du matin, l'après-midi. Enfin, voilà, ça tourne, et en fait, tout le monde est très gentil, très à l'écoute. Ça se passe très très bien. On rencontre le gastropédiatre le premier jour où on arrive. Et en fait, donc nous, on pense arriver pour poser un cathéter central qui servira à la nutrition parentérale. Voilà, pour que ça dure plus longtemps, en fait, sur plusieurs mois. C'était le but. Et la première approche des médecins, c'est de nous dire, attendez, en fait, il n'a pas encore été alimenté, on va essayer de voir de quoi il est capable, on va essayer de l'alimenter petit à petit, et on va voir jusqu'à quel point, en fait, son intestin, il peut absorber de telle ou telle façon la nourriture, voir comment il se comporte. Donc on ne pose pas, de toute façon ils nous ont dit qu'ils ne posaient pas les cathéters avant un certain poids. Il me semble que c'était 6 kilos. Donc de toute façon il fallait attendre ces 6 kilos. Là après il avait été nourri, en fait, il était nourri par nutrition parentérale, donc il avait mais avec un autre type de un autre cathéter qui ne pouvait pas être géré hors hôpital. Et il était à un poids tout à fait correct, il n'avait pas perdu de poids. Enfin, on était à 4,5 kg, on s'est dit bon, il reste 1,5 kg. Voilà, on était parti dans cette optique-là, et donc on nous a dit voilà, on va commencer à le nourrir.
voilà, pour voir comment se comporte l'intestin. Toi, tu devais être trop contente. Tu t'es dit, ah ouais, Oui. possible. Oui, c'est toujours des Tu le nourris étapes. comment à ce moment-là, d'ailleurs? Alors ça aussi, ça a été un gros dilemme. Donc j'avais décidé, avant même qu'il naisse, de l'allaiter. Et je m'étais dit, même si jamais il doit avoir la maladie, je m'étais préparée, je m'étais dit, je tirerai mon lait le temps qu'il puisse s'alimenter correctement. Et en fait, dès les premiers jours, on nous a dit, bon, peut-être qu'il mangera jamais. Alors ça a été un peu un choc, donc j'avais commencé à tirer mon lait, puis j'ai abandonné. Je me suis dit, non, mais en fait, s'il doit jamais prendre mon lait, à quoi ça sert Ouais, que tu te... à quoi ça sert? Ouais. Et puis, je sais pas, peut-être 24 heures, 48 heures après, un autre médecin qui me dit, j'ai appris que vous aviez arrêté et tout, l'allaitement, enfin le tir-allaitement. Et donc je lui explique, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, en fait, il va pouvoir boire du lait. Et donc ça m'a remotivée et je suis repartie. De plus belle. Je suis Encore repartie de bien plus plus belle. motivée que partie de peau. Donc j'ai tiré mon lait pendant tout ce temps, Mm. jusqu'à ce qu'il puisse lui en profiter. Et donc une grosse partie est quand même partie en lactarium, en don pour d'autres enfants, parce qu'il y en avait quand même beaucoup en stock. Et donc ce lactarium, tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que c'est? Le lactarium, donc c'est un service à Bordeaux qui recueille le lait des mamans pour après qu'ils partent en don à d'autres bébés qui en ont besoin. Donc souvent les prématurés, les grands prématurés ont souvent besoin de lait maternel. Après il peut partir à d'autres bébés, mais souvent c'est plutôt préconisé. Et donc on passe une prise de sang pour voir, ils recherchent, je sais pas, des virus, des choses comme ça, de la virologie. Et après le lait peut être collecté, stocké, enfin congelé, enfin il transforme, il est stocké pour être après En redistribué. tout cas, redistribué aux Oui. enfants de l'hôpital. Enfants de l'hôpital ou en au général. plus loin, qui peut être même dans les autres CHU, ils peuvent être commandés. Et moi, je pouvais profiter de mon stock à moi aussi pour donner à Damien, Dame. sous Ok. prescription médicale. Et donc là, Damien, il a 3 semaines. Donc là, vous êtes donc au service de néonatologie. Il ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on décide donc de tester, d'introduire l'alimentation du lait maternel en toute petite quantité et voir comment se comporte l'intestin. Donc, on commence avec des petites vraiment, mais c'est peut-être 5 millilitres, vraiment, c'est des toutes petites quantités. Et on augmente progressivement. Donc, les premières fois se passent très bien. Et on augmente, en fait, comme ça va durer longtemps. Il faut beaucoup de patience. On augmente petit à petit les quantités et on calcule, en fait, les pertes. Il ne faut pas que les quantités de sel qu'il perd dans sa poche soient trop importantes. Donc on mesure, on quantifie. Voilà, c'est un équilibre qu'on cherche à avoir. Si on augmente trop vite l'alimentation, eh bien on a trop de pertes de sel. Du coup, on doit revenir un petit peu en arrière. Et on jongle comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour essayer de trouver un équilibre et voir en fait s'il arrive à prendre du poids. Plus il prend du poids, plus on peut réduire en fait sa perfusion qu'il a tous les jours en 24 heures sur 24. En fait, il a le cathéter depuis sa naissance et il a quand même ce support de perfusion. Et le but en fait des médecins, vu qu'ils voient que son intestin supporte un peu l'alimentation, ils essayent de pousser au maximum pour réduire et voir sevrer en fait cette perfusion et essayer de se passer d'un cathéter à la maison. Oui. Ce qui serait vraiment l'idéal. Pour Damien. Exactement, en confort de vie, c'est le but. Donc c'est le plan des médecins, essayer de faire un sevrage. Et est-ce qu'ils y arrivent? C'est-à-dire que là, ils réduisent un maximum effectivement cette nutrition. Ça prend combien de temps déjà? Parce que là, vous arrivez à 3 semaines de vie, donc vous arrivez mi-février à Bordeaux, Oui. donc ils font ce test. Au bout de combien de temps ils se disent, bon allez, on va essayer ça? En fait, au bout de... assez rapidement, on va dire, au bout d'un mois, ils nous disent non mais c'est bon, ça va bien se passer, il n'aura pas besoin de Broviac, il n'aura pas besoin du cathéter central à la maison, on continue comme ça, il faut tenir bon. Alors on a des retours en arrière, des fois on y croit plus, mais on continue comme ça et ça dure des mois, ça dure jusqu'en juillet. Oui. Jusqu'en juillet où... 5 bons mois quand même. Voilà, février, mars, avril, mai, juin, juillet, presque 6 mois plutôt, où on a des retours en arrière. Mais voilà, on arrive progressivement en juillet à ne plus avoir de perfusion ou un débit très très bas qui pourrait être arrêté.
et avec au milieu quand même l'opération pour enlever la stomie, dont on n'a Ça pas arrive parlé. quand ça? Donc la remise en continuité, on appelle ça? Oui. Alors, Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette opération? alors cette opération, elle a lieu quand il a 4 mois et demi. Le chirurgien en fait nous dit bon ben voilà en fait on peut enlever la stomie, on peut raboucher en fait l'intestin sain à l'anus. Et donc pendant cette opération, ils vont retirer toute la partie malade de l'intestin qui reste dans le ventre. On enlève toute cette partie et on rabouche en fait la partie saine à l'anus pour refaire une continuité du transit. Voilà, pour que les selles s'évacuent normalement par les fesses et plus par le ventre. Et là, donc pas de préparation ni rien pour la peau. Enfin, On- comment ça se passe de ce côté-là? Enfin, on aborde plusieurs sujets d'un coup, hein, Oui. je suis d'accord. Mais... Oui, oui. mais- On nous prépare, et c'est une des choses à laquelle on s'attend le plus, que j'ai connu avec mon grand. Une fois qu'on fait une remise en continuité, souvent sur des formes longues, les selles sont très acides, très liquides et acides. Ça, on le sait, on s'y attend. Et très souvent, ça donne des érythèmes fessiers assez importants. Alors, on s'y prépare et on nous propose une potion magique à base d'écorce de chêne à appliquer pendant quelques semaines sur voilà Sur les fesses, avant l'opération. Voilà, on nous avait préparé ça. Je crois qu'on a commencé peut-être 3 semaines avant ou quelque chose comme ça pour préparer en fait, pour tanner la peau des fesses pour qu'elle soit moins abîmée. Ça a fonctionné. On ne sait pas trop par quel miracle, mais ça a fonctionné. Alors est-ce que c'est ça ou sa peau qui est bon. En tout cas, ça a fonctionné. On a dû avancer en fait l'opération d'une semaine parce que son cathéter, enfin sa voie centrale qu'il avait a cassé. Et ça a dû un petit peu avancer le bloc d'une semaine. Donc il est parti au bloc opératoire pour tout. voilà, d'un pour coup. tout en même temps, voilà, et refaire donc cette remise en continuité. Donc on a retrouvé un bébé sans poche sur le ventre, sans stomie. Sans stomie. Voilà. Et là, vous êtes content, vous vous dites ah, je redécouvre mon enfant. Oui, oui, Sans matériel. Voilà, bon, on s'y était habitué, hein, c'était pas, Oui. c'était dans le quotidien. Alors bon, on est toujours à l'hôpital, donc voilà, on n'est pas sorti en Oui. fait à la maison Ouais. avec une stomie. Bon, ça reste milieu médical, mais tout se passe plutôt bien. On nous suggérait qu'en fait, avec la remise en continuité, l'absorption allait être peut-être meilleure. L'intestin allait peut-être mieux absorber ce qu'il prenait comme Par la bouche, ouais, comme, le voilà, lait, par la etc. bouche. Et toi, t'en as pensé quoi à ce moment-là, du coup? Mais en fait, ça s'est bien passé. Donc, en effet, bon, il a bon, toujours des petits retours en arrière, des avances. Mais ça, quand même, ça continue à avancer petit à petit, mais ça a avancé. Mais tu voyais quand même une amélioration du transit, du coup? Oui, Est-ce que tu voyais que c'était moins liquide que dans la poche, enfin, les matières, etc. Est-ce que... Alors, on continuait à quantifier, ça restait quand même liquide. Mais par contre, oui, il y en avait peut-être moins en quantité. Voilà, ou moins que dans la poche, en tout cas. Donc, tu vois quand même, oui, effectivement, une légère... Enfin, ce qu'on t'a Oui. dit, finalement, était un petit peu avéré Oui. sur ça. Après, on sait que Damien reste sur un transit très court, avec vraiment très peu de grêle. Donc de toute façon, on ne s'attend pas à des miracles. On sait qu'il n'aura pas de sel moulé, on sait que ça n'arrivera pas, donc on ne s'attend pas à quelque chose de miraculeux, mais voilà, ça se passe bien, tout se passe bien. On s'accroche aux petites victoires. Oui, voilà, on s'accroche aux petites victoires. Et puis Damien grandit très bien, en fait, avec une vie à l'hôpital, il grandit quand même très très bien, il se développe très bien, et c'est ça qui nous fait tenir au quotidien. Donc la prise pondérale est quand même plutôt correcte, Oui. malgré les petits en arrière, en avant. Oui. Finalement, quand on prend un recul, une vue d'ensemble, on va dire, finalement, oui. On est plutôt correct par rapport au poids de naissance. Il y a toujours une petite avancée à chaque fois. On se sent très victorieux à ce moment-là. On arrive donc à fin juillet où on a quasiment réduit. Je crois qu'il a une petite infection à ce moment-là aussi, donc on décide d'enlever le cathéter et de s'en passer. Voilà. Donc là, c'est la grande victoire. On ne sait pas à quoi s'attendre en arrivant à Bordeaux, mais on est content et un peu stressé, mais on est quand même content. Et donc, on attend peut-être, je ne sais pas, une semaine de plus, une semaine ou deux. Et en fait, on nous annonce qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Voilà. Là, vous êtes content. Ouais, on est fin juillet à peu près. Fin juillet, début août. C'est quand même très loin de ce qu'on vous avait dit. Oui. Oui. On se dit, on est quand même à 2-3 mois de plus. Quoi. On se dit, on revient de loin. Mais on n'était pas au bout de nos peines. Ouais. Et justement, alors donc du coup, vous rentrez à la maison parce qu'en fait, Damien n'a jamais vu sa maison, a peut-être vu quand même ses frères et sœurs. Oui, les frères et sœurs sont venus quelques fois aux vacances, pendant les vacances scolaires. Donc ils étaient venus aux vacances de février, aux vacances d'avril. Et après, ils étaient venus le mois de juillet.
Et donc oui, on est sorti début août. Et c'est la première fois, en fait, juste avant, c'est la première fois qu'il sortait même de sa chambre tout court. Il n'était jamais sorti de sa chambre d'hôpital, donc il était grand. C'était vraiment les premières fois qu'il voyait la lumière du jour à l'extérieur. Ça a été quelque chose. Ouais, j'imagine. Et bien. le retour à la maison, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Dans un cadre totalement à part. Ah oui, c'est ça, très Parce que tu pourras quand même nous dire que tu as une grande famille, parce que tu l'as pas dit, mais oui. Quelques animaux. Oui, c'est ça. Donc, à ne surtout pas avoir peur quand on rentre avec un bébé malade. Finalement, les animaux, c'est une vraie thérapie. Oui. Donc, Damien rentre finalement donc début août. Oui. Sans cathéter. Sans cathéter, sans stomie, avec une alimentation toujours au lait maternel qu'on donne. Alors, on le donne, je l'allaite plus, parce que je l'allaitais un petit peu au sein, et au final, il prend que des biberons. Donc, c'est du tir-allaitement. Il prend mon lait, mais par biberon. Et ça se passe bien. On sait qu'on est c'est fragile, quoi. L'équilibre est fragile, mais ça fonctionne. Voilà. On est content, quoi. Voilà, ça fonctionne. On fait les premières visites un peu à la famille, parce que, évidemment, à 2h30 de la maison, la famille, il y en a plein qui ne l'ont jamais vu. En fait, il a 7 mois et demi, presque 7 mois, 8 mois, quoi. Et donc, les gens le rencontrent, en fait, pour la première fois. Donc, la première semaine, on fait un peu pas tous, mais on fait les petites visites. Et malheureusement, au bout de je crois que c'était 5 jours, ça n'a pas été très long, le répit, mais on a senti qu'il était déshydraté, il était fatigué, plus de sel, vraiment très creusé. Il a marqué, très rapidement. Alors, quand tu dis très creusé, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour... Ils font, en fait. Il y a son visage qui fond, il y a tout qui fond. En fait, on voit qu'il y a un réel problème, c'est-à-dire qu'on le voit perdre du poids à vue d'œil. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est surtout aussi le comportement. Pas altéré, quoi. Ouais, c'est ça, pas comme d'habitude, complètement abattu. En fait, et puis ça se passe très très vite, ça se passe en quelques heures. En fait, on voit la différence. Et là, on sait que sur des maladies comme ça, avec un système digestif très fragile, il faut agir vite. Donc, on sait qu'on doit aller à l'hôpital. On y est préparé, on s'attend à ce qu'il y ait des petits virus. Ou des petites choses, on ne sait pas ce qu'il a, mais on sait qu'il va falloir de temps en temps aller à l'ôpital. Donc on va à l'hôpital à Pau, qui donc sont contents de le revoir quand même, parce qu'il n'avait pas revu depuis la naissance. Depuis la naissance, ouais. Et puis leur faire entièrement confiance. Donc on est parti pour une réhydratation pendant quelques jours, avec un retour à la maison au bout de quelques jours. Et puis rebelote, en fait ça dure comme ça pendant quelques temps. Pendant 2 semaines où on fait 3 allers-retours, en fait. À chaque fois, on pense que c'est toujours sur un fond viral, finalement. Ouais, on sait pas trop, déshydratation, on hésite un peu, mais nous, on y croit toujours. On se dit non, mais c'est bon, ça va aller, un peu d'hydrate. Et puis, en fait, au bout de 3 semaines d'hospitalisation, on est fin août, et là, les médecins de Pau nous disent, mais en fait, c'est pas viable ce qu'on fait, on peut pas le réhydrater, vous repartez à la maison, réhydrater. En fait, c'est pas possible de faire ça, ça marchera pas. Il faut qu'il ait un cathéter central comme c'était prévu à la base. Et là, le monde s'écroule de l'autre côté, on comprend pas. On se dit, mais en fait, on vient de passer 7 mois à Bordeaux. Ils nous ont dit que non, on n'en avait pas besoin. Donc non, on veut pas retourner en arrière. C'est pas... Pour nous, on n'arrive pas à l'entendre. Bon, on est très vite raisonné, on doit prendre la décision rapidement. Le monde s'écroule, mais on n'a pas le choix. C'est notre fils. On n'a pas le choix, voilà. Et c'est la santé avant tout, quoi. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Et donc, on nous prévoit une rentrée, enfin un retour à Bordeaux, dans un autre service. Et c'est le jour de la rentrée des classes, d'ailleurs. Donc, le grand rentre en 6e, la petite, elle est en CM1. Je me dis, mais comment on va faire, quoi? On repart. Les enfants étaient contents qu'on soit à la maison. Et là, c'est reparti. On repart à Bordeaux. Voilà. Donc, nous revoilà repartis sur Bordeaux. avec nos valises à Bordeaux, dans un nouveau service. Donc là, c'était quoi? C'était par rapport à votre sortie à Bordeaux. Là, c'était début septembre, donc 2-3 semaines. Un mois après. Ouais, c'est ça. Un mois après la sortie de Bordeaux. Ok. Donc là, vous revenez dans le service. Donc là, j'imagine pas trop... Alors, on n'est plus dans le même service. On va directement dans le service des chefs, chez les gastro, donc en gastropédiatrie. Bon, là, on est saoulés, on est un peu dégoûtés, mais bon... Et en fait, le même médecin qu'on avait vu au début nous dit, mais non, on va retenter
On va retenter, on refait pareil. Il a une voie centrale. Enfin, ils ont reposé une voie centrale dès qu'on est arrivé. On va réessayer. Donc, bon, lui, il y croyait vraiment. Il pensait vraiment qu'on pouvait s'en passer. Ça a duré comme ça. On a dit, oui, mais on repasse pas 7 mois ici. Hein. On a dit, c'est pas possible. Non, là, soit ça va vite, soit vous nous dites et on pose ce cathéter. Et puis au final, c'est une décision qui a été prise au bout de quelques semaines, je crois 3 semaines, 4 semaines, où en fait, un autre médecin a décidé de pousser un peu le destin et de lui donner, de commencer la diversification. Ça, c'était quand même une grosse étape pour l'intestin, quelque chose de nouveau. Et je pense que ça a un petit peu poussé le destin, parce qu'en effet, dès qu'on a commencé les premières cuillères de purée de carottes, là, le transit est reparti complètement. Là, on a vu que l'intestin disait. C'était des selles, catastrophique. Et donc là, ils ont dit, bon, stop, on arrête tout. Ok, vous êtes ici. On va poser ce cathéter central, donc dit Broviac, qui est un cathéter qui est censé être sur une longue durée pour pouvoir rentrer à la maison avec ce cathéter et avec une nutrition en support, en aide parentérale à domicile. Donc, gérée par les parents. Cette nutrition, va pouvoir, alors gérée par les parents. Pas tout le temps finalement, mais en tout cas, cette nutrition parentérale qui va pouvoir lui apporter les nutriments nécessaires qui sont décompensés par l'intestin finalement. Et justement, là, on va venir à cette formation que vous avez subie donc avec Adrien, avec le papa, pour pouvoir gérer cette nutrition parentérale, puisque ça ne se gère pas du tout comme on le veut, puisque c'est très encadré. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, il y a le Broviac qui est posé, maintenant vous connaissez la suite. Donc, on a le cathéter en place, et la formation, elle ne se fait pas à Bordeaux, mais au CHU de Toulouse. Donc, on nous annonce, il y a à peu près une grosse semaine, une semaine à 10 jours de formation sur Toulouse. Donc, on se prépare au départ, on arrive à Toulouse pour avoir cette formation, pour pouvoir faire... En fait, l'idée, c'est que l'enfant, pour avoir quand même une qualité de vie, il ne va pas être branché, il ne va pas être perfusé 24 heures sur 24, mais sur des cycles. Donc, on choisit les cycles. Au début, au début, on a pu le débrancher pendant quelques heures. Après, de plus en plus, pour arriver à un cycle à 14 heures à peu près, 14 heures, et on a pu baisser après jusqu'à 12 heures. Donc, 12 heures par jour où il est branché, 12 heures par jour où il est débranché. Et le but de la formation, c'était d'apprendre à faire justement ces branchements et débranchements. C'est-à-dire que le soir, on va apprendre à le brancher, et le matin, à le débrancher, et tout ça avec un protocole bien particulier qu'on va apprendre en formation. Donc, on arrive à Toulouse pour faire cette formation de mini-infirmier à domicile. Et le jour où on arrive, il se trouve qu'il fait de la fièvre. Et en fait, il s'agit de sa première infection, première et dernière infection sur cathéter quand même. Et ce qui fait qu'on va rester sous antibiotiques à Toulouse pendant tout le temps de la formation, qui va durer plus longtemps. Du coup, on reste à peu près 3-4 semaines à Toulouse. Et donc, on a une formation qui dure un peu plus longtemps, mais avec Damien qui se débrouille très bien avec le cathéter. Et avec lequel finalement ça passe. Oui. De toute façon, tout passe. Oui, non, mais de toute façon, on s'adapte. Donc là, quand on est à Toulouse, Loulou, il a quel âge là? Il a 11 mois? Il a 10 mois. 10 mois, oui. Ok. Donc c'est en novembre? Oui, c'est ça, tout le mois de novembre à peu près. À Toulouse. Ok. Donc, malheureux destin des Hirschsprung, il y a toujours des petites épopées comme ça dès qu'il y a une infection. Donc, en effet, le Broviac est un élément indispensable aujourd'hui pour la vie de ces petits Hirschsprung-là, avec des grêles courts, avec surtout une mauvaise absorption. Mais, en effet, on a des gros mais. Mais s'il y a de la fièvre, mais si ça suinte, etc., à l'endroit de ponction, en tout cas, c'est là où il faut se rendre impérativement à l'hôpital le plus proche. Bon, il s'avère que vous étiez tranquille, vous étiez à Toulouse. C'est ça. Mais pas au bon endroit. Donc, cependant, cette formation, elle se passe sur certains jours. Donc, c'est quoi? C'est une coordinatrice qui vient vous voir? C'est une infirmière? C'est ça, c'est une infirmière coordinatrice qui nous apprend les gestes d'abord théoriques et puis après pratiques. Et en fait, on apprend très rapidement sur
sur la journée à débrancher avec l'aide d'autres infirmières qui nous montrent voilà, comment faire. Et puis on fait les gestes à 2 au début. Un qui fait et l'autre qui aide, voilà, Ouais. un aidant et la personne qui fait. Et avec Adrien, voilà, on apprend à faire les 2 rôles. Et puis on se partage comme ça les rôles, chacun notre tour. Et ça se passe super bien. Oui, ça se passe très bien. On apprend à faire ça et on apprend à faire la réfection du pansement, à retirer son pansement, à nettoyer, à faire tout ça, avec toujours le protocole en soins stériles. Ouais. Donc, il faut bien apprendre ça. C'est des choses c'est pas inné, mais ça s'apprend. Blouse, masque, Charlotte, les gants, et puis voilà, tout un protocole avec beaucoup de matériel où il faut apprendre à quoi sert chaque matériel Et chaque risque. et voilà, chaque risque, c'est la surveillance. Quelle surveillance avoir sur le cathéter visuel, voilà, ce qui était la fièvre, tu en as parlé. Et n'importe quel changement en fait dans le comportement qui est à surveiller, parce que le principal risque des cathéters, c'est les infections, parce que c'est directement lié aux grosses veines. Donc s'il y a une infection, ça peut aller très très vite, et des formes très graves de septicémie. Donc grosse surveillance, avec toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais je comprends. Mais on fait avec. Ouais, et puis franchement, là on arrive en plus bientôt à la fin de tout ça, parce que là on a raconté toute l'histoire de Damien, qui n'est quand même pas des moindres, comme vous avez pu l'entendre. Et du coup, raconte-nous ces belles années qu'il y a devant tout ça. Et oui, retour à la maison. Après Toulouse, donc. Exactement, il a pas encore 1 an, mais presque. Et voilà, et en fait la vraie vie commence en dehors de l'hôpital. Une vraie vie où on apprend chacun, trouve... Et les frères et sœurs, là trouve ses marques. Alors les frères et sœurs, on leur explique tout ce qui passe. Eux, ils acceptent très bien, ils s'adaptent à tout, et ils sont juste contents qu'ils soient à la maison, et puis qu'on puisse... Et que toi, tu sois rentrée, quoi. Oui, que maman soit rentrée, et qu'on puisse commencer la vie de famille qui était prévue. On a un peu l'impression d'avoir perdu 1 an, mais voilà, on veut que la vie commence et que les liens se créent. Et voilà, puis c'est comme ça que c'est parti. Alors moi, je continue de rester à la maison en fait pour m'occuper de lui. Je reprends pas le travail de suite, je reste à la maison. Papa va bien prendre 6 mois aussi pour souffler. Vraiment. Avec quoi du coup? On a un peu jonglé. Le papa avait quitté son travail, donc là il commence ses droits au chômage. Ouais. Droit au chômage. Et moi, c'est la CAF qui me verse l'AJPP, donc l'allocation journalière de présence parentale, qui couvre un petit salaire pour m'éviter d'être sans revenu. Donc voilà, on jongle entre... Et surtout pour être à côté de Damien. Oui, voilà. Surtout pour là, c'est vraiment gérer nécessaire. La présence est vraiment nécessaire au quotidien. Et donc voilà, on prend bien vraiment 6 mois pour atterrir, pour se dire c'est bon, on est à la maison, ça y est, on est là. On a eu très peu de retours à l'hôpital, il y en a eu 1 fois parce qu'il a été malade, mais ça y est, on est à la maison. Damien grandit, on a un suivi rapproché. Au début, on continue à aller au CHU de Bordeaux tous les mois, puis on espace petit à petit 2 mois, 3 mois. Donc on avance comme ça, avec un équilibre. La prise pondérale. C'est ça, le poids... qui suit, la taille aussi. Oui, le poids, la taille suit très bien, voire même très vite, voire prise de poids assez importante. Et les médecins, donc à la fin de la première année, déjà sur l'année en cours, la première année où on est rentré à la maison, ils ont baissé très progressivement les apports de la poche. Au début, on était sur des grosses poches de 600 ml, et petit à petit, on a baissé le volume, 500 ml. Donc déjà, ça, c'était des victoires. Parce que normalement, quand les enfants grandissent, on augmente les apports. Oui. Mais vu que lui, il mangeait de plus en plus aussi, on a pu petit à petit diversifier l'alimentation. Et plus il mangeait par la bouche, plus il prenait de poids. Et donc, plus on pouvait descendre les apports caloriques qu'il y avait que vous avez par le sang, dans la perfusion, dans le sang. Donc des petites victoires, c'est très progressif. On savait que ça allait être long, mais au bout d'1 an, donc les poches ont bien réduit en volume, et on décide de commencer un petit sevrage en enlevant 1 jour de perfusion par semaine. Donc on serait à 6 jours au lieu de 7 jours sur 7. Et là, c'est la première grande victoire. On est à Noël.
C'est Noël juste avant ses 2 ans. C'est le plus beau cadeau de Noël. Oui, c'est une belle victoire pour commencer. Et ça s'est très bien passé. Voilà, le jour en moins, voilà, les premiers jours, il y a eu beaucoup de surveillance, des prises de sang, des contrôles. Tout s'est bien passé et progressivement, on a pu retirer un autre jour. Donc ça se passe quand? Ça se passe en 2024 et 2025, c'est Exactement, ça, hein? 2024-2025. Sur 2024, on a retiré Un jour. Voilà, encore un jour. Donc on était à 2 jours. Mhm. En 2025, on était à 4 jours. On est Mhm. passé en début 2025, on est passé à 4 jours par semaine. Le volume était réduit au minimum, on était à 300 millilitres. Et là, tout récemment, la nouvelle étape qu'on attendait depuis plusieurs mois, on est passé à 3 jours de branchement par semaine. Et là, c'est... Bravo dame, hein. On dirait pas, et bravo les parents quand même. Bon, c'est lui qui fait tout le travail. Sacré combat, Sacré combat parce que malgré tout, avec cette épée Damoclès que vous avez eue depuis déjà ta grossesse finalement, oui. Bah voilà quoi. Cette victoire, vous la respirez quoi. C'est ça. C'est beau. Alors c'est pas fini. Le chemin est long, mais il faut de la patience. Oui, on continue d'avancer. Puis c'est des soins qui sont rentrés dans le quotidien depuis très longtemps et qui nous empêchent pas de vivre normalement, de partir en vacances. Voilà, c'est une grosse organisation qu'on n'avait pas prévue à la base. Oui, parce que finalement, vous avez quand même pu bouger malgré que ce soit la parentérale, le matériel de la parentérale, les frigos, etc. Enfin, ça vous a jamais bloqué aujourd'hui pour bouger, etc. Non, c'est que l'état de santé de Damien qui avait décidé. C'était le principe de base. On nous a dit il faut rien vous interdire. Et voilà, il faut s'organiser peut-être à l'avance, mais ne vous interdisez pas de faire des choses à cause de la nutrition parentérale. Il faut continuer à vivre en fait, et c'est ce qu'on a fait. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi Florie. Et puis à très vite. Et encore plein de nouvelles aventures à bientôt vous raconter. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le témoignage de Florie, d'Adrien et de leur petit Damien, qui nous montre que malgré la distance, les longs séjours à l'hôpital et la formation au Broviac à Toulouse, eh bien, une famille peut traverser l'épreuve de la maladie de Hirschsprung en restant totalement soudée. Florie, elle, incarne cette force de maman qui, tout en veillant sur ce petit Damien, continue de nourrir et de faire grandir le lien indéfectible avec ses 2 grands-enfants. À travers leur histoire, ils offrent aussi un souffle d'espoir et d'expérience qui nourrit toutes les autres familles concernées par cette maladie rare. Merci à eux pour ce partage si précieux. On se retrouve très vite dans le prochain épisode avec Lucas, un autre petit guerrier dont le parcours viendra lui aussi éclairer et faire grandir notre communauté. Et je vous remercie d'avance pour partager, liker et commenter sur les plateformes et de nous envoyer aussi vos ressentis via notre page Instagram. À très vite! Petit Hirschsprung devient dragon.